Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Jusqu'ici, quand vous parliez d'accompagnement, vous pensiez seulement à la musique. Désormais, ce mot évoque aussi dans votre esprit une épice. Vous la chantez dans un nouvel album qui ne manque pas de piquant, même si la douceur y est très présente. Bonjour Gaëtan Roussel. Bonjour. On vous retrouve. Alors, en fait, vous avez été un des pionniers des clés d'une vie voici 10 ans. C'est ce que vous me disiez. Le numéro 45. Voilà, et j'en suis ravi d'être dans le top 50 des clés d'une vie. Ça me fait très plaisir, Jacques. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver. Et réciproquement, pour ce nouvel album qu'on va évoquer tout à l'heure, oui. Justement très épicé, on expliquera pourquoi. Alors, le principe des clés de vie n'a pas changé. Ce sont des dates clés de votre vie. D'accord. Et j'ai trouvé d'autres choses. Alors, la première date, elle ne vous correspond pas exactement, mais elle est importante dans votre parcours. Le 28 septembre 1987, c'est la sortie de cette chanson qui est importante dans votre cœur. Music for the Masses par Dépêche Mode. Exactement. C'est la première chanson que vous avez possédée grâce à votre père. Exactement, parce qu'à l'époque, on écoutait de la musique sur des petits Walkman, ce qui nous permettait d'aller se promener et voilà, et d'être un peu juste avec sa musique. Et mon père m'avait ramené un jour cette cassette de Dépêche Mode, Music for the Masses. Donc j'ai beaucoup écouté cet album-là. Donc c'est un des premiers albums que j'ai eu en ma possession sous forme de cassette. Vous avez raison. Et c'est le seul album du groupe enregistré en France, au studio Guillaume Tell, et qui a vraiment lancé le groupe de manière internationale. Ah oui, mais je savais pas ça. Je savais pas qu'il l'avait enregistré à Guillaume Tell, qui est studio que j'ai pu croiser plus tard. et voilà, mais c'est un bel album. C'est vrai que moi je connaissais quelques chansons ici et là. Peut-être que c'est leur premier grand album, et je savais pas que c'était ce qui les avait lancés internationalement. Mais très bel album. Alors Gaëtan Roussel, c'était l'époque des mini-cassettes, et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est le PDG de Sony qui avait besoin d'écouter de la musique en jouant au golf, et c'est lui comme ça qu'il a inventé le Walkman. C'est vrai. Exactement ça. Voilà, lui aussi, il avait besoin d'aller flâner avec un peu de musique dans les oreilles. Et vous écoutiez de la musique parce que votre père enregistrait des chansons sur sa chaîne. Oui, c'est ça. En fait, à la maison, on n'était pas si mélomane que ça, mais mon père avait quand même quelques albums et passait son temps à enregistrer ses vinyles sur des petites cassettes, pour ne pas citer la marque BASF. Je me rappelle, c'était rouge et noir. Et voilà, donc je le regardais faire, j'essayais d'en écouter. Donc j'ai ce souvenir-là de cette chaîne-là et de ces cassettes-là. Oui, tout à fait. Oui, et en plus, c'est l'époque des intégrales par Brassens ou autre, par votre père, car ça n'existait pas dans le commerce, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Oh non, je pense pas, vous avez raison. Donc en fait, on se crée comme ça, vous avez raison, des intégrales qu'on écoutait après, surtout en voiture. Je faisais pas mal de voitures avec mon papa à cette époque-là, quand on partait tous les deux. Et en fait, j'ai l'intégrale dans mes oreilles qui revient de Renaud, de Brassens aussi. On écoutait aussi Michel Jonas, mon père aimait bien. Voilà. En même temps, le premier à avoir eu son intégrale, c'était Charles Trenet. Il avait été testé en disant « c'est mon caveau ». Et c'est vrai qu'ensuite, tout le monde a fait les intégrales et on en fait aujourd'hui. Alors, il se trouve qu'il y a aussi des concerts. Et curieusement, le premier concert auquel vous avez assisté, je crois que c'est Carlos à Albi. Exactement, Carlos à Albi, parce que j'étais allé sur la place du village de la petite ville. Albi n'est pas un village, c'est plutôt une petite ville. À l'époque où il y avait des radios qui faisaient des plateaux concerts où différents artistes venaient jouer entre 2 et 3 titres. Ça se fait toujours un petit peu. Des fois, je participe à des choses comme ça. Et ce jour-là, il y avait Carlos. Donc, un de mes premiers moments de live et de concert sur la place d'Albi. Carlos, vous avez raison. Je me rappelle pas les chansons qu'il a chantées, par contre. Oh bah, c'était Big Bisou, c'était... J'imagine. Ouais. Suzanne, peut-être, il faisait à l'époque la reprise. Exactement. Ouais. En fait, il ne voulait pas chanter au début, c'est parce qu'il a accompagné, parce qu'il manquait quelqu'un, Sylvie Vartan, avec 2 minutes 35 de bonheur, que ça a marché, qu'il est devenu chanteur. Ah, je savais pas, il voulait faire quoi alors, ce monsieur ? Il était animateur de boîte de nuit, il était le secrétaire de Vartan, ça lui suffisait très bien. Et surtout, c'était un excellent danseur. Ok, oui, d'accord. Et puis il y a aussi quelqu'un que vous avez vu aussi dans vos jeunes années, dans un théâtre, c'est Georges Moustaki. Oui, Georges Moustaki, à Albi également. Et alors là, je sais pas j'ai un beau souvenir. J'étais vraiment petit, mais je sais pas par quelle magie je suis arrivé là, parce que je me souviens y être allé avec ma maman et ma tante. Et voilà, donc
Je sais pas comment on n'allait pas tant que ça au spectacle. On faisait d'autres choses, mais on n'allait pas tant que ça au spectacle. Je sais pas comment ça se fait. Faudrait que je demande. Tiens. En tout cas, j'ai ce souvenir-là de Georges Moustaki au théâtre d'Albi, un premier moment. Mais j'étais vraiment petit. Je crois que j'ai un petit peu fermé les yeux à un moment donné, j'avoue. Remarquez avec lui, il avait beaucoup d'humour. Il disait Monsieur Beko, c'est Monsieur 100 000 volts, et moi je suis Monsieur 0 volts. Écoutez, je l'ai vécu pleinement. Alors, il se trouve qu'aussi avec votre mère, vous avez découvert le disco. Vous avez Bonnet M, Plastique Bertrand, car le répertoire que vous découvrez est très différent de celui de votre père. Tout à fait, parce que quand mes parents ont divorcé, j'avais 10 ans, et finalement, sans qu'il y ait beaucoup de musique à la maison, comme je le disais tout à l'heure, il y avait en tout cas 2 manières de l'écouter et de la vivre. Du côté de mon père, comme on disait, plutôt des vinyles et des albums. Donc mon père se plongeait, plutôt s'immergeait dans l'univers de quelques chanteurs qu'il aimait bien ou chanteuses. Et ma mère était plutôt quelqu'un qui faisait écouter ses 45 tours. Donc on avait plutôt du Plastique Bertrand, on avait des 45 tours de Sylvie Vartan. Je me rappelle Sylvie Vartan, l'amour c'est comme une cigarette. Je me rappelle cette chanson, elle écoutait en boucle. Donc voilà, donc il y avait quelque chose comme ça. Ma mère faisait du streaming avant l'heure. Voilà. En même temps, ça vous a ouvert à toutes les formes de musique entre votre père et votre mère. Oui, voilà. Tout à fait. Et aux mélodies. Moi, je me rappelle des mélodies de ces 45 tours des années 80 quand j'avais une dizaine d'années. Et j'adorais ça. Je savais pas pourquoi. Et maintenant, je me dis que c'est les mélodies qui m'arrivaient en plein cœur. Oui. Mélodies dont on manque parfois aujourd'hui. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui a compté. C'est un musicien australien, Nick Cave. Je crois que c'est le premier disque que vous avez acheté. Oui, tout à fait. J'ai découvert la personnalité et la musique et l'univers de Nick Cave un peu plus tard. J'avais à peine 18 ans. Et je suis tombé amoureux de ce qu'il proposait, qui était un peu plus sombre que ce que j'avais pu croiser avant ou ce qu'on vient d'évoquer, mais il y avait quelque chose de très singulier, de personnel. Il m'a donné envie de creuser un sillon. Je savais pas lequel, mais j'aimais bien cette idée-là. J'aimais bien aussi sa manière d'être à la fois très touchant parfois dans certaines chansons et parfois presque bruitiste. Et j'aimais bien cette liberté. Je crois que lui, il m'a amené cette notion de se dire soyons libres. Voilà. Et lui, il est libre d'évoluer puisqu'aujourd'hui, il vit à Londres dans une maison où il continue à écrire des scénarios. Oui, tout à fait. Puis il s'est essayé aussi au livre et il fait de magnifiques chansons, de magnifiques concerts, plus posés qu'à l'époque, mais magnifiques. Piano-voix, piano-basse-voix, c'est très très beau. Alors Gaëtan Roussel, vous êtes né à Rodez, mais vous avez beaucoup voyagé dans vos jeunes années en fonction des affectations de votre père qui était au départ professeur de mathématiques. Exactement, d'ailleurs, je suis né à Rodez sans jamais y avoir habité. Jamais. J'y suis retourné quelques fois parce que ma famille était là-bas. Maintenant, chacune et chacun sont partis un peu plus loin, mais par contre, oui, j'ai suivi mon père qui était dans l'éducation nationale, d'abord professeur de mathématiques, puis après il est rentré dans l'administration des collèges puis des lycées, et donc on s'est promené. Donc c'est comme ça que j'ai fini par arriver au sud de Paris, mais au nord de la Loire. Ah, oui, avant il y a eu Châtillon-sur-Loire, je crois, oui, dans exactement. le Berry, et puis Montargis. Montargis, tout à fait, c'est là où j'ai fait mon lycée. En fait, on habitait à Châtillon-sur-Loire, où j'ai été au collège, et au lycée, j'étais interne à Montargis, 3 années, dans un lycée qui s'appelle toujours, je pense, le lycée d'Urzy. Voilà. Ouais, qui s'appelle le lycée en forêt à une époque. Alors, le lycée en forêt, moi j'étais à l'autre. Oui. Le lycée en forêt, c'est mon camarade Robin Fex, qui est mon camarade de Louise Attaque, que j'avais connu au collège. On est allés à Montargis tous les deux internes, mais pas dans le même lycée. Lui était au lycée en forêt, qui était plutôt un lycée de lettres et d'arts plastiques, et moi j'étais au lycée plutôt technique d'Urzy, mathématiques. Et vous vous êtes retrouvés sur la musique au départ. Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que là, c'est là où tout est né. Oui, parce qu'en fait, on a d'abord sympathisé parce qu'on avait 13-14 ans au collège, et puis voilà, on a fait les 400 coups, et puis on est tombé petit à petit amoureux de la musique, des mêmes musiques, et un jour, j'ai réussi à trouver une guitare que moi j'ai pu prendre en bandoulière, et j'ai trouvé une basse pour Robin, et on a commencé l'été qui a précédé notre arrivée à Paris, donc l'été bac en poche, en terminale, en 89-10, et on a commencé à faire de la musique en balbutiant, et puis on est arrivé à Paris avec cette envie-là. Puis je crois que la guitare, vous l'avez aussi découvert lors de vacances de Toussaint, avec un copain d'été. Mais vous savez tout, Jacques, hein, vous savez tout, exactement. C'est un camarade que je salue au passage, qui s'appelle Patrick, qui était un jeune homme que je croisais quand j'étais chez ma grand-mère, l'été, dans l'Aveyron, où je passais le plus clair de mon temps. Et un jour, il m'a invité à aller à Sète, c'est un Sétois, et aux vacances de Toussaint, et j'y suis allé, et je suis reparti avec une guitare que j'ai toujours, précieusement, et donc c'est un préavis, enfin en
presque. Il pour vous l'a l'instant. prêté, vous l'avez conservé. Voilà, exactement. Mais je l'ai croisé il n'y a pas si longtemps. Il m'a dit, tu peux la garder pour l'instant, mais elle est toujours à lui. Et j'étais reparti aussi avec un album, on parlait de Nick Cave tout à l'heure, avec un album du Velvet Underground, groupe américain qui m'a aussi beaucoup influencé dans mes premiers pas. Et au départ, Gaëtan Roussel, votre vie, votre avenir, c'était l'architecture et l'urbanisme. Oui, tout à fait. Quand je suis arrivé à Paris, avec le bac en poche, j'ai commencé à faire des études d'architecture. Ça me plaisait. J'avais peu de notions, mais ça me plaisait. Et j'ai bifurqué au bout de 2 ans pour faire de l'urbanisme. Et ça, je commençais à savoir pourquoi, parce que j'aimais et je continue à aimer les espaces, la déambulation, penser les espaces publics. J'aime bien cette idée-là. Les ponts, voilà, il y a plein de choses comme ça qui me plaisaient. Et puis finalement, j'ai failli travailler pour le Conseil général de Seine-Saint-Denis, à l'époque où, en 1995, il fallait travailler sur la couverture de la plaine Saint-Denis, arrivait la Coupe du Monde et le Stade de France, c'est ce coin-là. Et finalement, j'ai choisi de signer un contrat de musique avec une maison de disques et mes camarades de Louise Attaque. Et jusqu'à ce jour, je touche du bois, c'est mon métier et j'ai la chance d'en vivre et c'est ma passion aussi. Il y a un autre urbanisme qui a marqué la France, son nom est très connu, c'est le baron Haussmann. C'était le premier grand urbaniste français qui a construit nos quartiers. Ah oui, tout à fait, qui a construit beaucoup de quartiers et beaucoup de quartiers parisiens, vous avez raison. Et à Brasilia, c'est Lucio Costa, et c'est un Pierre-Charles L'Enfant à Washington qui a construit les premiers grands immeubles, les premiers quartiers de Washington. D'accord, mais j'ai jamais eu l'occasion. Je connais pas ce monsieur et je suis pas allé à Washington. Je me suis promené un peu en Inde où j'ai pu voir le travail de Le Corbusier à Chandigarh, par exemple, mais je connais pas ce monsieur. En tout cas, vous êtes parti de l'urbanisme et vous avez construit une autre carrière qu'on va continuer à évoquer à travers une autre date, le 22 avril 1997. A tout de suite sur Sud Radio avec Gaëtan Roussel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gaëtan Roussel. Nous évoquerons tout à l'heure ce nouvel album cher à votre cœur et bientôt au nôtre. On en revient à votre parcours, on a vu les débuts. Et la chanson, le 22 avril 1997, c'est la sortie d'un album mythique. Faudrait que tu te ramènes, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais... Louise Attaque, un succès que vous n'aviez absolument pas prévu ni imaginé, Gaëtan Roussel. Oh non, impossible, et c'est pas du tout ce qu'on avait en tête. Nous, ce qu'on voulait, c'était s'exprimer. On avait trouvé des instruments qui nous exprimaient. On essayait de creuser un son plutôt acoustique, un peu rêche, et une manière de livrer des mots et des notes et des mélodies avec un violon et nos instruments. Et voilà, donc on était heureux, mais c'est une chance inouïe. Le nombre de personnes qui ont bien voulu tendre l'oreille à ce premier album. Et qui ont continué, puisque Louise Attaque est en sommeil, mais ça peut revenir un jour ou l'autre. Ah oui, tout à fait. Hein. Il y a un journaliste qui disait de nous qu'on était un groupe à éclipse. Ce que j'aime bien comme définition. Nous, on disait on fait des pauses. C'est moins poétique. Donc, on lui emprunte de temps en temps à Monsieur Delahousse pour le saluer cette idée de groupe à éclipse. Et donc, oui, en fait... on a fait une première pause et puis finalement maintenant c'est devenu notre manière de fonctionner comme la marée. De temps en temps on fait d'autres choses et de temps en temps on se retrouve. Et puis vous aviez fondé avant un autre groupe et ça c'est votre amour de la peinture, c'est Caravage. Oui. Tout à fait, c'était le nom du premier groupe qu'on a formé avec mon camarade Robin Fex, qui est donc le bassiste de Louise Attaque et mon camarade, on en parlait tout à l'heure, de collège. Et c'est parce que j'étais parti à peine 18 ans, j'étais parti en Italie et j'avais découvert le travail de Caravage et de ses lumières et de ses clairs-obscurs magnifiques. Et donc j'étais revenu avec cette idée-là, ça va être super, on va s'appeler Caravage et ça va être super. Oui, ce peintre qui était du XVIe siècle était anticonformiste, il avait autant d'amis que d'ennemis. Oui. Et un tableau est très célèbre, c'est le Martyr de Saint-Matthieu. Oui, tout à fait. Alors il se trouve que le quatrième de Louise Attaque est venu par une petite annonce, ce qui est quand même très rare. Oui, et puis ce qui est rigolo, c'est que cette petite annonce, donc là on parle de Arnaud Samuel, le violoniste, c'est qu'à la fin de Caravage, on est resté ensemble avec Robin Fex, dont on parlait tout à l'heure, et Alexandre Margrave, qui était le batteur de Caravage et aussi de Louise Attaque, et on a été répété une après-midi dans un studio, et en partant, on a mis une petite annonce, mais quand on dit une petite annonce, c'est une petite annonce. On l'a pas photocopiée, on l'a pas dupliquée, on en a mis une, et il s'avère qu'elle est tombée dans les mains de Arnaud Samuel, qui nous a appelés. On a mis un petit numéro de trois réunions
référence musicale. Et voilà, et puis il est venu jouer avec nous, et c'est comme ça qu'on a formé Louise Attaque. Ouais. Et au départ, vous aviez songé à un accordéoniste. Oui, on aimait bien. Ce qu'on voulait, c'est trouver un pas de côté. À l'époque, il y avait beaucoup dans la chanson, le rock français, on va dire, beaucoup d'électricité, d'instruments électriques. On avait tenté un petit peu, puisque Caravage, c'était plutôt électrique, et on s'en sortait pas. On n'avait aucune singularité. Donc on s'est dit, en faisant un pas de côté avec des instruments, peut-être, on espérait, c'est que de l'espoir. Voilà, donc c'est ça. Et finalement, on est allé vers le violon. Alors il se trouve aussi que, bon, il y a eu votre carrière Louise Attaque et votre carrière personnelle. Et je crois, Gaëtan Roussel, que sans Alain Bachung, vous n'auriez jamais fait cette carrière solo. Exactement. Sans la rencontre avec Alain Bachung, que je dois à Clarisse Fiorgan, qui est ma manageuse, j'aurais jamais, je pense, eu l'idée de construire une carrière solo. Moi, je ne connaissais que le groupe, et j'étais très bien dans le groupe, et il s'avère que, en même temps que j'ai rencontré Alain Bachung, que j'ai commencé à travailler avec ce qui est malheureusement devenu son dernier album, Bleu Pétrole, avec Louise Attaque, il y avait un petit peu d'orage dans l'air, donc il y avait de la place. Et sans le savoir, au contact d'Alain Bachung, j'ai commencé à comprendre et à apprendre ce que pouvait être une trajectoire solo, comment construire des disques en solo, mais avec d'autres gens, mais pas en groupe. Donc oui, sans lui, je pense que je n'y aurais même pas pensé. Oui, et puis je pense aussi que c'était pas facile de travailler avec lui, parce qu'il partait sur quelque chose et on ne savait pas où il allait, Bachung. Oui, c'est vrai, mais c'est ce qui faisait tout le sel et tout l'intérêt d'être à son contact. C'est que c'est quelqu'un qui était un chercheur, orpailleur aussi, qui avait envie de ne jamais se répéter. Et ça, c'était une discipline qui, je pense, il a tenu toute sa vie, parce qu'aucun de ses disques ne se ressemble. Et travailler avec lui, c'était accepter l'idée qu'on puisse être parfois dans l'impasse, mais d'avancer. Moi, j'ai souvent dit du travail que j'ai pu vivre avec Alain Bachung, que de temps en temps, je me sentais un peu perdu, mais jamais abandonné. Jamais, jamais, jamais. On continuait à avancer, et voilà. Donc j'ai appris tellement de choses. Oui, et en plus, il n'imaginait pas sa postérité. Pour lui, ça n'avait aucun intérêt. Oui, je ne crois pas qu'il regardait ça comme ça. Je crois que c'était quelqu'un qui était assez mystérieux, qui était, comment dire, assez taiseux, et pourtant il n'y a pas de pourtant, et très drôle. Et je ne sais pas ce qu'il regardait, mais ce qui est sûr, c'est que il faisait très attention à ce qu'il laissait exister. Voilà, il livrait des choses une fois qu'il était sûr et certain que chaque note et chaque mot était à leur place, la place que lui voulait leur donner. Et ce côté taiseux, il le tenait de sa famille, puisqu'il avait passé ses très jeunes années en Alsace, oui, avec une grand-mère qui était taiseuse. On ne parlait pas dans le village où il habitait. Pour le coup, il m'en avait parlé un tout petit peu, mais très peu, vous avez raison. Donc c'est vrai qu'il est alsacien et qu'il a vécu et grandi avec sa grand-mère, vous avez raison. Il aurait dû être comptable. Exactement. Il a touché d'autres notes, et ces notes, vous leur avez rendu hommage aux Francophonies de 2013. Oui. J'envisage des concerts carnivores. J'envisage des L'album Replay Visure. Oui. Alors moi, je suis fasciné parce que je me dis que Gainsbourg, qui a travaillé avec lui, et Bachung, ça devait être quelque chose côté boisson. Ah oui. D'ailleurs, ils l'ont dit eux-mêmes, hein, ils buvaient, si on a le droit de le dire, ils buvaient du Ricard, oui, mais au lieu de mettre de l'eau dedans, ils mettaient de la vodka. Je vous laisse imaginer, voilà. Donc voilà, j'aurais bien aimé aller trinquer avec eux une fois. Mais effectivement, à Francophonie, vous lui avez rendu hommage, et ça vous a touché aussi, Gaëtan Roussel. Oui, déjà c'était un bonheur de reprendre ce disque dans son intégralité, c'est ça qui était joli aussi, et puis d'essayer un petit peu de mettre les mains dans le moteur, d'essayer de le comprendre, ce disque, et de le relivrer en le respectant et en même temps en essayant de trouver un peu sa place. Et ce qui m'a aussi touché quand j'ai fait cette création, ça s'appelle une création, c'est que j'ai fait tous les différents concerts que j'ai pu faire pour cette création, j'avais pas de guitare et j'ai découvert une autre manière de vivre la scène. Donc ça a encore débloqué quelque chose dans ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Donc voilà. Et c'est grâce à Bachung ensuite que vous avez travaillé en solo et que vous avez enregistré votre premier album avec entre autres cette chanson. Chanson numéro 1 de l'album Ginger, je crois. Tout à fait. Et cette chanson est née très rapidement, je crois.
Oui, elle est née elle est née rapidement et elle est née d'abord avec des matières sonores et avec des rythmes. C'était mon envie parce que quand j'ai commencé à me dire je vais faire un disque solo, ma crainte et ma hantise, c'était d'être trop proche de la musique de Louise Attaque et qu'on puisse me dire tu fais tout seul, mais en fait tu fais un peu comme avec tes copains, mais sans tes copains. Bon, il y a quelque chose qui ça me turlupinait, comme on dit. Donc j'essayais au maximum de me décaler et une des manières que j'avais trouvé de me décaler, c'était de pas prendre les mêmes références musicales pour démarrer et de travailler autrement. Donc je travaillais soit tout seul, soit avec un camarade, Joseph Dahan, que je salue au passage, et on travaillait peu les mots et beaucoup les matières sonores. Donc j'avais plein de rythmes, plein d'envie et je posais les mots petit à petit. Le rythme est arrivé vite, les mots un peu plus tard sur cette chanson. Et là aussi, excellente surprise, une victoire de la musique. Ben oui, ça c'était incroyable. Comme élan, il n'y a pas mieux. Vous savez, quand aux Victoires de la musique, si les gens votent pour vous, ça veut dire que quelque part, vous êtes resté un peu avec eux, dans leur cœur, dans leur tête, les oreilles. Donc oui, et j'avais eu la chance d'avoir Victoire de la musique artiste et album rock et album de l'année. 3 victoires. Ouais. Voilà, vraiment un grand élan qui m'avait fortement touché. Alors ce qui est particulier dans ces Victoires de la musique, c'est la seule fois où ça s'est produit. Il y avait 2 réceptions. Il y en avait une au Zénith de Lille pour les gens comme vous, et après à Paris pour les congrès où Zaz avait été récompensé pour Je veux. C'est vrai que c'était très particulier comme... Oui, en fait, ils avaient. Je pense que j'ai plus tout en tête, mais je pense que ça proposait aussi qu'il y ait plein de catégories. Donc, par exemple, il y avait énormément de catégories d'albums avec des albums de chansons, de rock, plein de sillons musicaux différents. Et après, tous les gagnants étaient de nouveau en compétition pour savoir quel était l'album de l'année. Donc, il y avait des cases comme ça, des tiroirs. Et en effet, Zaz avait gagné la chanson de l'année avec Je veux. Voilà. Et comment on ressent justement quand on se lève 3 fois pour 3 récompenses différentes? Bon, on se sent chanceux. Moi, je me sentais un peu... comment on dit, flagellant, voilà, pas très solide sur mes jambes et ni dans mes mots, mais tellement touché. Puis comme on le disait tout à l'heure, moi c'est un disque que j'ai fait en y mettant tout mon cœur pour essayer au moins que ça ne ressemble pas à mes camarades et que ça soit quelque chose de différent. Je parle pour moi. Et donc d'être aussi, comment dire, que les gens pensent à moi 3 fois, c'était beaucoup, comme je disais, voilà. Ouais, mais c'est jamais trop. Et le présentateur de la soirée, l'un des présentateurs, était quelqu'un sur lequel personne ne misait en disant il va s'arrêter, il est fini, il n'arrive pas à s'en sortir. C'était Cyril Hanouna. Ah, oui, oui, c'est lui qui a présenté à Lille cette soirée. Eh bien, je me rappelais pas parce qu'en fait, le système était que c'était d'autres artistes qui vous remettaient les prix. Donc moi, par exemple, à Lille, c'est Adrien Gallo, le chanteur qui était le chanteur de Bébé Brune et Isia qui m'avait remis un prix. Puis après, à Paris, j'avais eu un prix remis par Morane et un prix remis par Sinclair. Voilà. Donc j'avoue, et j'avais l'impression pour moi que c'était Marie Drucker, mais je peux me tromper. Marie Drucker à Paris et à Lille, Cyril Hanouna. Eh ben voilà. L'histoire est rétablie et on va continuer à parler de votre parcours à travers une autre date, le 28 septembre 2018. À tout de suite sur Sud Radio avec Gaëtan Roussel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Gaëtan Roussel, mon invité entre 2 tournées, 2 disques et à l'occasion de la sortie de ce nouvel album qu'on va évoquer dans quelques instants. Très bien. Mais il y a un autre album qui a marqué aussi votre parcours, un album enregistré entre Los Angeles et Paris, qui est sorti le 28 septembre 2018 et où il y a ce duo. La ville qui s'endort, les néons, les mensonges et le bruit des glaçons. Tu me manques pourtant. Une balade avec Vanessa Paradis. Et vous aviez eu l'idée, en écrivant cette balade, de Vanessa Paradis. Ah oui, je connaissais Vanessa Paradis parce que je l'avais croisée quelques années plus tôt quand elle cherchait une chanson pour agrémenter un best-of qu'elle allait sortir. Et on partageait la même maison de disques à l'époque. Et on m'avait demandé si j'avais envie d'écrire pour Vanessa Paradis. J'avais dit oui, qui ne dit pas oui. D'ailleurs, c'est impossible, bien évidemment. Et j'avais proposé une chanson qui s'appelle Ilia, qu'elle avait retenue pour mon plus grand bonheur. Donc on s'était croisés et connus comme ça. Et oui, en 2018, quand cette chanson est arrivée, Tu me manques pourtant tu es là, je l'ai envoyée en lui proposant qu'on puisse la partager tous les deux. Et pour mon plus grand bonheur, encore une fois, elle avait répondu positivement. Donc voilà, Vanessa, c'est une grande chanteuse et c'est une star. C'est quelqu'un qui fait rêver. C'est une chance de l'avoir croisée. Et moi, je me dis, on s'est croisés 2 fois, jamais 203. Oui, exactement. Et en plus, un travail parfait puisque vous répartissez les rôles, ce qui n'est pas toujours évident dans un duo,
Gaëtan Roussel. Là où vous avez raison, c'est que c'est pas évident de savoir comment à deux on pourrait raconter l'histoire, parce que suivant les voix qui sont différentes, c'est ce qui est souhaitable d'ailleurs, et la manière de se le répartir, ce texte, on éclaire la chanson différemment. Et là, on avait construit quelque chose qui était pas complètement symétrique et qui rebondissait bien. Donc ça me fait plaisir si vous le relevez, Jacques, parce que on s'était creusé un petit peu la tête pour arriver à cet équilibre. Alors on connaît l'image de Vanessa Paradis chez Jacques Martin à ses débuts, mais on ne sait pas qu'ensuite, à 10 ans, elle a failli enregistrer un premier disque. Elle a fait une maquette chez Jean-Luc Azoulay qui débutait à B Productions. Et puis le disque n'est jamais sorti. Ah mais non, je savais pas. Et ça ne s'est jamais fait. Et elle n'a pas été puisée dans ces chansons-là. Les chansons ne sont pas existées plus tard. Jamais. Ça a totalement disparu. Non, je savais pas. Et puis, alors, les duos, vous aimez ça? Il y en a eu beaucoup dans votre parcours. Oh oui, j'adore cette idée. J'adore cette idée d'aller à la rencontre des autres. J'adore cette idée de chanter un texte à deux, donc d'éclairer différemment. Et puis j'essaye d'aller au contact de gens, soit de générations différentes, soit de sillons artistiques différents, pour que quelque chose se passe, une contradiction, un frottement, quelque chose qui fasse que autre chose arrive, et comme si c'était une troisième entité qui se mette à exister. Et dans votre parcours, il y a Vanessa Paradis, mais il y a aussi une autre grande star avec qui vous avez fait un duo. Isabelle Adjani, Les courants d'air, alors ça, c'est quand même mythique comme duo. Isabelle Adjani est mythique, star, comme vous le disiez. Et chance énorme. Merci Pascal Obispo, qui à l'époque remettait les mains dans un projet qu'il avait eu quelques années avant. C'était de travailler avec Isabelle Adjani et de lui faire un disque. Et je ne sais pas si à l'époque c'était déjà un disque de duo, je crois que oui. Et donc il a ressorti ce qu'il avait comme chanson, et il a agrémenté de 2 ou 3 autres duos dont je fais partie. Et donc il avait fait la musique, moi j'ai fait le texte. Et Isabelle Adjani, on n'a pas eu la possibilité de chanter en même temps. Donc on avait une relation au départ épistolaire, on s'écrivait pour apprendre à se connaître. Et voilà, on a chanté. Puis après je l'ai rencontrée, on s'est vu plusieurs fois. Grand bonheur pour moi, grande dame. Oui, en plus elle a été repérée à Reims par hasard, elle avait 13 ans, par Robert Hossein, qui venait de monter sa compagnie. Et il lui a donné sa première chance avec la Maison de Bernarda, un spectacle qui a été joué à Reims. Et c'est ensuite grâce à ça qu'elle est rentrée à la Comédie Française et qu'elle a fait la carrière qu'on connaît. Ouais, je savais pas. C'est la jeune femme la plus discrète que j'ai rencontrée de ma vie. Mais elle est le contraire de l'image qu'on donne d'elle souvent. Oui, c'est vrai qu'elle est discrète et elle a quel esprit. Toutes ses interviews sont fantastiques. Le regard qu'elle porte sur notre société et la manière dont elle en parle, et c'est brillant. Elle est brillante, cette dame, très très brillante. Et dans un genre très différent, il y a eu une autre chanson que vous avez interprétée, mais tout seul et en hommage à un artiste aussi mythique. Pas de peau, j'ai des impôts, j'ai mal au foin, j'ai mal aux dents, mais je veux pas changer de peau parce que j'aime les emmerdements. Le responsable de Jacques Dutronc, revu et corrigé par Gaëtan Roussel, là aussi c'est totalement inattendu. Oui, mais j'ai eu la chance et l'occasion de passer un peu de temps avec Jacques Dutronc, que je salue également au passage, et c'était super. Et donc ça, c'était pour son anniversaire. C'était, je sais plus comment il s'appelle ce disque, il était rigolo. C'était bon anniversaire, monsieur. Voilà. Et cette chanson, elle est super. Ça avait donné lieu à une émission de télé en Corse avec différents artistes. Très bon moment, pareil. Jacques Dutronc, humour et beaucoup d'esprit. Ah oui, ça, il est toujours prêt à faire des farces. Vous savez qu'à ses débuts, beaucoup. il avait un répondeur téléphonique chez lui, pour ne pas être dérangé. Il avait enregistré le message, il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Voilà, mais ça lui ressemble, vous avez raison. Et c'est vrai qu'il est très drôle et pince sans rire. Enfin, il est voilà. Ouais, je le salue, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et c'est un guitariste exceptionnel parce qu'il a commencé dans la chanson Par hasard, à la suite d'un pari avec Jacques Lanzmann, avec Et moi. Mais au départ, c'est un grand musicien. Ah oui, c'est un grand musicien, grand guitariste, vous avez raison. Très, très, très grand guitariste. Comme son fiston d'ailleurs. Exactement. Ouais. Et lui a choisi de vivre au soleil en Corse, vous en Provence. C'est important pour vous la vie au soleil? Ce qui est important, c'est de trouver un endroit où on se sent bien. Et il s'avère que moi, j'ai croisé la Provence une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et j'ai trouvé un endroit où j'aime bien être et où on aime bien être. Donc voilà, c'est plus l'endroit, et il s'avère que c'est dans le sud. Et c'est vrai que moi, ça me déplaît pas un peu de douceur au niveau des températures, ça me déplaît pas. Et dans la musique aussi. Et il se trouve que quelqu'un s'est installé en Provence voici quelques années, et ça a donné l'occasion à cet artiste de débuter dans la chanson grâce à vous. Et de bien d'autres choses, si vous m'aviez connu.
Daniel Auteuil, ça aussi c'est une aventure incroyable, Gaëtan Je Roussel. l'aime d'amour. Incroyable. Je l'ai rencontré complètement par hasard. Avec mon épouse, on l'a rencontré par hasard. J'avais accepté d'aller chanter quelques chansons pour un voisin dans le sud, Oui. ce que je ne fais jamais. Et donc arrive le moment où je dois, pour la surprise, chanter 2-3 chansons à ce voisin en question. Et arrive Daniel Auteuil, qui en plus, le coquin se met devant moi, à 1 mètre de moi, sur une chaise hyper impressionnant. Voilà. Et après, au dîner, on était à côté et il était en train de construire d'abord un spectacle. Et il y a eu le Covid, donc on était tous à la maison, donc il s'est dit, on va pas faire le spectacle, on va essayer d'écrire des chansons, donc voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, et voilà. Et c'est un super chanteur, super auteur, super interprète. Et voilà. Et par contre, il avait chanté dans les années 80. Il avait chanté Stop. Vous connaissez cette chanson? Bien sûr, oui. Et que la vie me pardonne. Voilà. Donc il est rigolo parce que il dit qu'il avait commencé par la musique, puis il a fait, il refait des disques. Et donc entre 2 disques, il dit j'ai fait un peu de cinéma. Oui. Il a débuté aussi, on l'oublie, dans Gospel. Exactement. Pendant 2 ans avec Dave. Avec Il y Dave. avait Armand Altaï aussi, qui n'était pas encore à la télévision. Et il y avait Michel Elias, qui est devenu ensuite l'une des voix du doublage les plus célèbres en France. D'accord, mais ça je savais pas. Dave, je savais parce que je l'ai rencontré grâce à Daniel et il m'avait parlé de cette comédie musicale. Tout à fait. Et ils partageaient la même loge pendant 2 ans et demi. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Oui, ça, ils sont fidèles l'un à l'autre, tout à fait. Alors, il se trouve qu'en plus, Daniel Auteuil vous a remercié en faisant de vous un acteur qui meurt dans un film. Tout Le à fait. Fil. Exactement, il m'a invité. C'était super. Il m'a invité à tourner dans le dernier film qu'il a réalisé, qui s'appelle Le Fil, et c'était une super expérience. Moi, j'avais jamais eu cette chance-là. C'est cette idée de vivre d'autres vies que la sienne. Et voilà. Et puis alors, au contact de Daniel Auteuil, qui était réalisateur et qui donne accès, quand il est réalisateur, je m'en suis aperçu, à sa boîte à outils d'acteur. Donc il m'a beaucoup aidé. Et puis il m'avait mis en scène aux côtés de Grégory Gadebois, qui est un grand acteur et pour le coup un grand ami. Donc voilà, si c'est le seul film que je fais de ma vie, moi je suis un homme heureux. En plus, ce film est allé à Cannes, donc c'est génial. Oui, et en plus, c'est un film dramatique. Oui, tout à fait. Et moi je le trouve objectivement très bien réalisé, et l'intrigue est super, basée sur une histoire vraie, en fait, basée sur des nouvelles d'un avocat qui s'appelait Maître Monnier, et donc le livre s'appelle Les lettres de Maître Mot, ou Les nouvelles de Maître Mot, en tout cas c'est Maître Mot. Voilà, et oui, c'est un film très dur, dramatique, oui, tout Vous à êtes fait. un patron de bar qui va mourir en prison. Voilà, mais C'est pas joyeux comme c'est dit. pas joyeux, mais c'est pas grand-chose par rapport au vrai sujet qui est encore moins joyeux. Alors, il se trouve que vous surprenez toujours parce que vous avez fait une reprise qu'on n'imaginait pas du tout quand on vous connaît. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours troubles comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes. Et c'est formidable, Gaëtan Roussel, vous chantez Johnny, mais à votre façon. J'essaye. C'était un tribut pour Johnny. Quand on m'a convié, j'ai eu envie de le faire pour plusieurs raisons. Pour chanter Johnny et pour voir ce que ça fait, parce que c'est pas facile de chanter Johnny et cette chanson elle est dure. Et puis j'ai choisi aussi une chanson de Jean-Jacques Goldman que j'adore. Donc c'était une manière de chanter Johnny Hallyday et de chanter un peu Jean-Jacques Goldman aussi. Oui, et Jean-Jacques Goldman, en fait, il avait écrit cette chanson au départ pour Michel Sardou. Sardou l'a refusé. Et quand Johnny lui a demandé des chansons pour un album, il a ressorti ça des tiroirs. Excellent, mais il a bien fait. Et je crois que Johnny a aussi accepté cette chanson parce qu'il était en froid avec Sardou à l'époque et que c'était une façon de lui répondre. Mais chanter Johnny, c'est pas évident en plus. Ah non, c'est dur. Enfin, je l'ai pas vu souvent, mais c'est dur parce qu'il avait une voix extraordinaire, interprète extraordinaire, puis une tessiture, enfin, il allait très bas, très haut, enfin, il y a une dynamique folle qui fait la vie de la chanson qu'il est en train d'interpréter, et c'est très très dur. Voilà, faut pas chercher du tout, pas une seconde, à aller là où il est lui. Il faut essayer de trouver un autre chemin, une contre-allée pour se promener et essayer d'exprimer autrement les mots et les notes. Et pour montrer que vous touchez à tout, il y a aussi cette chanson. Dans mes rêves les plus audacieux, je décolle quand je lève les yeux. Je suis 3 pommes avec Aldebert, l'idole des jeunes. Ça aussi, c'est une surprise, Gaëtan Bah oui, Roussel. mais Aldebert, il est génial. Il fait des concerts superbes pour les enfants et son répertoire est vraiment super. Donc quand il m'a invité à chanter cette chanson, 3 pommes, j'ai accepté tout de suite. Je le connais peu, mais à chaque fois que je l'ai pu le croiser et j'ai vu son concert une fois, c'est vraiment
c'est précieux qu'il existe et la manière dont ce qu'il propose, c'est super. Et surtout que l'univers des enfants, bon, vous l'avez connu, je crois, avec Orso et Le Secret des Étoiles au Oui, tout départ. à fait. Mais moi, j'ai fait que écrire. J'ai pas participé à la production. Mais vous êtes arrivé de faire des concerts pour les enfants avec des enfants en première partie l'après-midi ou autrement. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de voilà. C'est pour des classes, rencontrer des élèves, soit des tout petits, soit des collégiennes et des collégiens, pour échanger. Après, c'est super. C'est pas si fréquent, Gaëtan Roussel. Moi, écoutez, en tout cas, moi, je trouve que c'est super parce qu'on apprend plein de choses. Hein, voilà. Puis au fond de vous-même, vous êtes resté un grand enfant, non? Comme tout le monde, comme vous, Jacques, pour le coup. Oui. Mais c'est ce qui vous permet en plus de vous renouveler sans cesse, d'avancer. Oui, d'essayer d'être... on perd son insouciance de toute manière, donc c'est pas ça qu'il faut essayer de garder. Il faut pas essayer de rester jeune non plus. Moi, je pense que ce qui fait qu'on peut continuer à avancer, c'est les rencontres, c'est les autres, et se mêler aux autres générations, par exemple. Ce que j'ai pu faire sur le disque qui vient d'arriver, c'est cette idée-là qui, à mon avis, permet de continuer à avancer, de pas tourner en rond. Et je crois que le temps avançant, la chose à laquelle j'essaye de faire le plus attention, c'est de rester perméable, de pas me recroqueviller, de pas être sûr de quoi que ce soit, mais de continuer à essayer, de rêver, d'être un peu émerveillé et surtout à l'écoute. Ouais, j'essaye tout ça. Nous allons continuer à rêver, justement, à Allons-y. travers la date du 14 novembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Gaëtan Roussel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Gaëtan Roussel, le retour avec ce nouvel album, toujours aussi souriant, toujours aussi passionné. Ce nouvel album qui est sorti le 14 novembre 2025. Vous avez voulu reprendre le chemin des studios, c'est le 6e album. C'est pas tellement finalement 6 albums. Non, solo, mais alors c'est parce que aussi j'ai fait des albums avec mes camarades de Louise Attaque ou autres. Donc en vrai, c'est mon 14e album. Voilà, mais pas toujours avec les mêmes personnes. Mais entre Louise Attaque, Tarmac, que j'ai fondé avec le violoniste de Louise Attaque, et Rachida Brakni, l'éditeur, c'est le 14e. Voilà. Mais 6e solo, vous avez raison. Alors, le titre de l'album, c'est celui de cette chanson. Marjolaine, oui j'ai écrit pour toi tant de mots, tant de poèmes que je ne te lirai pas. Toi ma reine Marjolaine, surtout ne l'oublie pas, quelles que soient nos joies, nos peines, même celles qu'on ne voit pas. Marjolaine, l'âme humaine, a ses défauts, ses combats, sois toi-même Marjolaine. Alors cette chanson, je crois, elle est née sur un menu de restaurant. Alors pas tout à fait. Elle est née avec mon camarade Renaud Rebillot et Marjolaine était entre guillemets le nom de code. Et puis finalement, on s'est dit mais ça marche bien et finalement j'ai gardé ce mot, on a gardé ce mot et moi j'en ai fait un texte et j'en ai fait quelque chose comme une grande lettre si vous voulez. Et il s'avère qu'un jour avec mon épouse nous étions au restaurant et il y avait au menu de la Marjolaine. Et donc on a pris en photo sur l'idée de mon épouse Clarisse le menu que j'ai posté en disant c'est fou, mon nouvel album est au menu aujourd'hui. Et donc voilà. Mais en fait il s'appelait déjà Marjolaine à ce moment-là. Et pourquoi ? Parce que je trouve que ce prénom est très joli. Parce que je trouve que c'est un mot aussi qui est très joli. C'est un prénom qui est peu usité. Donc, en fait, pour moi, propice à l'imaginaire. Donc, Marjolaine, peut-être c'est vous, peut-être que c'est moi, peut-être c'est les auditrices, auditeurs de Sud Radio. J'aime bien cette idée-là. Et puis, c'est la chanson qui ouvre l'album, qui, comme je le disais, est une grande lettre d'amour, je pense. Et pour terminer, c'est aussi l'origan des jardins. Donc, c'est une épice, petit clin d'œil à mon premier album qui s'appelait Ginger, qui est aussi une épice, le gingembre. Voilà. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que Marjolaine, il y a déjà eu une chanson qui portait ce titre, interprétée par Francis Lemarque. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleuri. Vous connaissez cette chanson ? Je l'ai connue après, mais oui, je la connais bien sûr. Oui, oui. En fait, Francis Lemarque, qui a écrit les principales chansons d'Yves Montand, il a adapté en 57 ce chant folklorique allemand. Je savais pas du tout ce que j'ai appris après. Oui. C'est Daniel qui m'a dit. Daniel il m'a dit il y a une chanson qui s'appelle Marjolaine. Et effectivement, en fait, cette chanson a été repérée, Marjolaine, par Stanley Kubrick, qui l'a mis comme musique dans un film, Les Sentiers de la Gloire. D'accord, mais je savais pas. Mais quand vous dites, ça veut dire que c'est le monsieur qui chante, il a
réécrit un texte sur une musique folklorique. Francis Lemarque a été un grand auteur-compositeur qui a travaillé pour Montand et pour beaucoup d'autres. Et le petit cordonnier, ta chanson, et il a écrit ce texte à partir de Je connaissais pas l'histoire. Voilà, c'est l'histoire. Voilà. Bon, mais il y a deux Marjolaine. Alors, en fait, le thème de cette chanson, c'est Le ciel peut attendre. Oui, et le ciel peut attendre et vivons le moment présent. Et cette idée qui est dit dans le texte, c'est Marjolaine, sois toi-même, la vie c'est fait pour ça, mais sois les autres aussi quand même. J'aime bien ces deux idées-là, de vivre sa vie et d'être perméable aux autres. Alors la particularité de cet album, Gaëtan Roussel, c'est que c'est vraiment un carnet intime, un album très personnel, ce que vous n'aviez pas toujours fait jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'il est plus intime, et je pense qu'il l'est d'autant plus que c'est peut-être mon premier album de chansons, au sens la voix plus en avant, des textes peut-être un peu plus longs, donc c'est deux choses combinées entre les textes plus personnels, avec comme fil conducteur l'amour, mais en vrai le lien, les liens, l'amitié, les fils invisibles qui nous relient, ces choses-là qui me touchent, il y a cette idée-là. Donc oui, sans doute c'est le plus personnel et le plus chanson. Je l'ai voulu simple, mélodique, assez direct. J'ai aimé cette idée-là, je voulais y mettre aussi beaucoup de tendresse dans ce disque. Et puis en filigrane, Gaëtan Roussel, il y a un bilan de vie, une vie que vous n'auriez jamais imaginée. Alors ça, c'est sûr, oui, tout à fait. Parce que moi, j'ai découvert finalement la musique assez tardivement, parce que 15-16 ans pour avoir une guitare entre les mains, c'est pas une destinée première. J'avais plutôt un ballon rond dans les pieds qu'une guitare entre les mains. Vous aimiez le football? J'adore ça toujours. Et moi, je rêvais d'être footballeur. Moi, je rêvais d'intégrer ce qu'on appelle des sports-études et d'avoir cette formation au plus vite, au plus tôt, pour aller au plus loin avec un ballon entre les pieds. Vous rêviez de devenir Platini, je crois. C'était la star de l'époque, parce que Platini, c'est les années 80, moi j'avais 10-12 ans, et puis c'est premier championnat d'Europe, demi-finale de Coupe du Monde. Moi je suis un enfant de la demi-finale perdue à Séville en 82, un peu m'en parler, il nous faut une émission. Et donc, alors vous vous souvenez du passé, mais ça ne vous empêche pas de regarder toujours vers demain. J'essaye. Moi, quand je regarde le passé, moi, je crois pas être nostalgique. Peut-être je suis mélancolique, mais nostalgique, j'ai pas envie. Je le disais tout à l'heure. Moi, j'ai pas envie de rester jeune. Sinon, c'est pas possible. Puis c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, à la rigueur, le passé, comme on dit, en regardant dans le rétro, c'est pour mieux aller de l'avant. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Et ce qui vous intéresse aussi, c'est d'être là et vous le chantez. Je reste là. Je reste là, et je me dis qu'un jour ça reviendra. Oui, je reste là. Je reste là, et je me dis qu'un jour ça reviendra. Et tu emportes pour la dernière fois. C'est bien pire dans ton cœur qui bat. Oui, tu emportes, c'est vrai cette fois. Notre avenir et moi je reste là. Oui, vous êtes là et puis maintenant, vous êtes resté là chez vous parce qu'un album, ce sont des mois de travail en artisan, Gaëtan Roussel. Oui, tout à fait, c'est plusieurs mois de travail. Et puis moi, la manière dont j'essaie de construire mes disques, c'est d'avoir quelques idées d'abord de mon côté, parce que j'aime cette idée-là, c'est d'être un peu dans mon coin avec ma guitare, mon petit clavier, mon petit ordinateur, et puis après d'aller vers les autres. Donc après, le travail, c'est d'être au contact de d'autres gens qui vous aident à être un peu en déséquilibre, donc découvrir des choses, travailler avec des gens que vous connaissez pas, ce qui propose des situations différentes, et petit à petit de construire le disque. Donc c'est quelques mois pour arriver à là, il y a 11 chansons, j'en avais fait plus du double au départ, puis petit à petit, des chansons sont pas retenues, des chansons se ressemblent trop, soit dans les mots, soit dans la mélodie, et petit à petit, vous arrivez à... Voilà, moi je pense que je fais des petites équipes de foot, c'est 11. Oui, exactement. Et puis c'est un travail d'artisan, ce qui n'est plus si fréquent aujourd'hui dans le monde du disque. Oh, je sais pas ça, parce que l'artisanat, il y a beaucoup de gens qui font de leur côté. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de disques qui se font dans des petits studios avec un petit ordinateur. Et voilà, il y a plein d'histoires qui se racontent, de plein de styles différents. Et ça, c'est super. Ce qu'il faut au départ, c'est avoir quelque chose à raconter et que ça soit plus facile aujourd'hui qu'à une certaine époque d'enregistrer parce que 1000 choses autour de nous. Ce qui reste quand même, c'est un cœur qui bat derrière une envie de chanter quelque chose et de créer des notes et des mots. Moi, je retiens ça. Oui, et puis vous travaillez en artisan, mais vous avez quand même 3 producteurs. Oui, parce que
Ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers les autres. Donc en fait, là, il y a 3 producteurs de 3 générations différentes. C'est pas concept, mais c'est aussi de manière à chaque fois d'être dans une situation différente. Donc il y a un jeune homme qui s'appelle Marceau, qui a une 30aine d'années, un jeune homme qui s'appelle Rebillot, qui en a une 40aine, et Marlon, qui est de ma génération, qui en a donc une 50aine. Et voilà, et c'était intéressant parce que les choses ne vont pas au même endroit suivant avec qui vous êtes. Et à un moment donné, il faut savoir où on va aller, mais cette idée-là me plaisait. Alors vous êtes allé vers eux, mais il y a quelqu'un qui est venu vers vous. Caché, 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 la vie comme un grand mystère, une énigme, un caractère, trempé, trempé, trempé. Mais vers où coule la rivière? Dans quel sens, quel hémisphère? Chercher, chercher, chercher. Nos 2 corps. Lové avec Bernard Lavilliers, ça aussi c'était une aventure. Ah, c'est une chance inouïe. Je l'avais croisé quelques fois sans jamais vraiment le rencontrer vraiment. Je veux dire, je le connaissais pas vraiment. Et en fait, quand cette chanson est arrivée, Clarisse, mon épouse, avec qui je travaille, dont j'ai parlé plusieurs fois, me dit, cette chanson, si tu as envie de la chanter avec quelqu'un, tu devrais l'envoyer à Bernard Lavilliers parce que il y a quelques mots comme par exemple nous sommes des êtres vivants, sensibles et chancelants, fragiles, qui dans la bouche de Bernard Lavilliers fonctionnerait à merveille et éclairerait le texte autrement. Et elle avait tellement raison parce que Bernard Lavilliers, c'est un homme qui a eu 1000 vies. Qui va encore peut-être en avoir 1000. C'est un rocker, c'est un poète, c'est un monsieur qui a fait tellement de belles chansons et à qui on doit une des plus belles définitions de la musique. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Merci Bernard Lavilliers. Donc pour toutes ces raisons, et quand il est arrivé au studio, puis c'est génial parce que comme il a eu 1000 vies, il vous les raconte. Ah oui. Et donc voilà, donc moi j'écoute Bernard avec bonheur, les yeux comme ça. De temps en temps, on dit bon, il faut chanter un petit peu. Bernard, ah oui, c'est vrai, il faut aller chanter un peu. Ah puis il revient, il dit oui, mais tu sais, avec quand j'ai Léo Ferré par exemple, le jour où il m'a dit ça, il m'a fait ah bah c'est génial quoi. Là, faut le recevoir. C'est vous allez passer de 1000 à 2000 émissions. Mais je l'attends depuis des années et je l'ai toujours pas eu. Le coquin. Il y a eu sa prison à Saint-Étienne, il y a eu le Brésil, les camions, il y a tout eu avec lui. Ah ben il y a tout eu. Et puis quand moi je lui ai envoyé la chanson, son manager adorable nous dit bon bah il est à Kinshasa. Donc je sais pas comment, quand est-ce qu'il va répondre parce qu'il est en train de faire la musique. Ça. Bon, la chance fait qu'il a répondu assez vite, mais il est toujours, ce que je veux dire par là, en train d'aller quelque part. Il a fait des disques très loin dans les années 80, alors que finalement aujourd'hui c'est un peu plus facile de trouver des choses et des endroits où aller. Lui là, il est né curieux, je sais pas, et c'est génial parce que si lui a cette démarche là. Derrière, on a envie aussi, vous voyez ce que je veux dire? C'est super qu'il y ait des gens qui ouvrent comme ça des portes pour que nous, on puisse s'engouffrer aussi. Alors, il a beaucoup voyagé, mais vous aussi pour cet album, parce que vous êtes allé en Islande, Gaëtan Roussel, ce qui est assez inattendu. Oui, c'est vrai, ça c'est une chance. À chaque fois que je fais un disque, j'essaye dans la manière dont on essaie de le construire, qu'il y ait un petit pas de côté ailleurs, parce que tout simplement... voyager, c'est changer, c'est aussi changer d'idée, changer de lieu, c'est changer d'idée. Donc là, je suis allé en Islande avec ma petite guitare et mon petit ordinateur, passer quelques jours et flâner, voir autrement, entendre une autre langue. Voilà, rien d'exceptionnel, mais quand même quelque chose d'autre circule en vous à ce moment-là. Et encore une fois, je précise, je sais que c'est une chance, donc j'essaye d'être à la hauteur de cette chance, d'avoir à chaque fois un petit bout. Sur le disque de duo avant, j'avais eu la chance d'avoir été invité à la Villa Médicis, donc j'avais été travailler à Rome. Enfin voilà, déjà je vis de ma passion, c'est une chance. Je voudrais pas m'ennuyer. Là, c'est une grande chance. Et puis encore une fois, vous touchez toutes les générations puisqu'il y a un duo avec Solane. Et j'attends que la suite revienne, que ma folie m'appartienne. Toi, tu sais où ça nous mène. Moi, J'attends que la suite revienne. Là, c'est une rencontre que vous avez voulu, Gaëtan Roussel. Oui, tout à fait. En fait, Solane, quand elle a commencé à sortir quelques chansons avant que son disque ne sorte, on l'écoutait à la maison et j'étais assez sensible à sa voix, à sa manière de regarder les choses, de parler des choses et ses mélodies, ses productions. Et je l'ai conviée à chanter avec moi une chanson de Daniel Balavoine, Lipstick, pour un tribute pour Daniel Balavoine. Elle a accepté l'invitation, ce qui a fait qu'on a pu se rencontrer. Et après, il s'est avéré que je travaillais avec le même producteur
producteur qu'elle, Marceau, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, on a créé une journée pour travailler ensemble. Donc, autant Bernard Lavilliers, je lui ai envoyé une chanson en l'invitant à chanter, autant avec Solane, on s'est retrouvés à écrire une chanson ensemble. Ce qui m'intéressait, pas même génération, pas la même manière d'utiliser les mots, les notes, le regard sur des choses. On est parti de cette petite phrase, j'attends que la suite revienne, sous-entendu, il faut croquer les choses maintenant. Et elle m'a répondu tout de suite, j'attends que la suite revienne, que ma folie m'appartienne. Déjà, on était ailleurs et c'est ça qui est intéressant en fait. La suite maintenant sont des concerts, car vous avez en 2026 une série de concerts incroyables dans des zéniths. Oui. Alors, il y a Grenoble le 21 mai, Paris le 27 mai, et 18 et 19 novembre, Bordeaux et Toulouse. Et là aussi, vous avez construit ces concerts, Gaëtan Roussel. Oui, en fait, là, on part sur des zéniths. Moi, j'appelle les zéniths des salles à hauteur sous plafond assez grande. Oui. Et j'aime bien cette idée-là. Donc là, il y a un concert à faire assez ample. Et donc, on construit la scénographie, comme on dit, et le spectacle dans ce sens-là. Donc, on va essayer de tendre encore plus, parce qu'on essaie de le faire depuis quelques tournées, vers plus qu'un concert, un spectacle avec des points de rendez-vous, une petite histoire qui se raconte. On va pas faire du théâtre avec une vraie histoire de A à Z qui raconte quelque chose, mais des choses comme ça, c'est intéressant à construire. Oui, c'est ce qui vous reste de l'urbanisme finalement. Exactement, la hauteur sous plafond, j'espère. En tout cas, la hauteur sous plafond, mais la scène un peu plus bas, et surtout le public très présent dans ces salles, Oui. car je suis convaincu qu'une fois de plus, vous allez remplir des zéniths, ce qui est archi mérité. Ouais, c'est adorable. Merci beaucoup et merci pour votre accueil. Merci. En tout cas, cet album est sorti. Marjolaine, je le recommande à celles et ceux qui nous écoutent, parce que il est dans la lignée de tout ce que vous avez fait, avec un niveau supérieur encore, puisque vous avez évolué. Et puis ces concerts, les dates sont disponibles sur Internet, bien sûr, sur votre site. Merci Gaëtan Roussel. Merci Jacques. Et puis merci beaucoup. À bientôt, bien sûr. À bientôt, avec grand plaisir. Et réciproquement. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.